Mesdames, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, le comité avancé en âge a pour objet de développer et de structurer la prévention en gérontologie dans notre pays, et je ferai donc un survol de l'avancée de nos travaux dans ce domaine, suite à la lettre de mission qui m'a été confiée. Tout d'abord, quel est le contexte ? Il n'a échappé à personne que nous vivons une double transition qui est à la fois démographique, le vieillissement, mais qui est aussi épidémiologique avec l'émergence des maladies chroniques et leurs conséquences. Il est donc nécessaire et urgent d'adapter notre système de santé et notre système médico-social dans l'accompagnement de ces personnes, et dans cette adaptation, la prévention joue un rôle conséquent. L'évolution de la conception même de la prévention est un élément déterminant. Il ne s'agit pas de la prévention en santé exclusivement, mais de s'inspirer du modèle écologique de nos cousins canadiens avec la prise en compte de l'environnement au sens large. Sur un plan organisationnel santé publique, 3 temps forts que vous connaissez, la remise de la stratégie nationale de santé très récemment, la perspective de la loi autonomie en 2014 et de toute évidence la perspective de la loi de santé publique en 2014. La loi autonomie sur laquelle nous étions 3 à travailler, et nous sommes 3 à travailler, en l'occurrence Luc Broussy, Martine Pinville et moi-même, cette loi autonomie est prévue théoriquement pour 2014 avec 3 volets, les 3 A, l'anticipation, la prévention de la perte d'autonomie, sur lequel j'ai travaillé, conduit par les travaux du comité avancé en âge, l'adaptation de la société au vieillissement et l'accompagnement, c'est-à-dire toutes les mesures d'accompagnement financier face à la perte d'autonomie. Un premier élément important qu'il mérite d'être souligné, c'est que la frontière entre prévention et soins est loin d'être évidente et que la frontière est particulièrement difficile à tracer. Quelques réflexions préalables, des idées fausses que vous connaissez parfaitement. Toutes les personnes âgées ne sont pas dépendantes. 6 octogénaires sur 10 vivent à domicile pratiquement autonomes. Enfin, il convient de souligner que le passage successif par les 3 situations classiquement décrites en bonne santé, fragilité, dépendance n'est pas systématique. De réinsister sur le fait que le vieillissement ne signifie pas dépendance, mais que par contre le vieillissement accentue les inégalités sociales en santé. Donc, la fatalité ne doit pas être présente au rendez-vous, et lorsque des incapacités surviennent, il nous revient de rechercher les facteurs de causalité dans une démarche préventive. 2 études me paraissent intéressantes pour bien montrer la complexité de la démarche. Cette publication de Marion Deveau en 2008, qui souligne que la santé des seniors dépend de leur origine sociale, avec un effet direct des conditions de vie de l'enfance sur la santé de l'âge adulte, un effet indirect passant par l'influence du milieu d'origine sur le statut socio-économique du descendant. Le lien avec la longévité des parents, par le patrimoine génétique commun et par la reproduction des comportements liés à la santé issus de l'éducation que nous avons reçue. Deuxième publication intéressante qui souligne cette complexité, l'espérance de vie en bonne santé, publication du Lancet, certes de 2008, espérance de vie en santé à 50 ans dans 25 pays de l'Union. Lorsque l'étude a été lancée, il n'y avait que 25 pays. Eh bien, les facteurs discriminants de cette durée plus longue en santé sont le produit intérieur brut plus élevé, meilleure est la situation, la part consacrée à la population âgée, l'accès à la formation initiale et à la formation continue, et cet accès à la formation est régulièrement répété dans bon nombre de publications comme étant un facteur discriminant essentiel, et le taux de chômage prolongé le plus faible possible. Complexité donc d'une approche préventive dans ce domaine. Les travaux du comité avancé en âge, constitué de 80 personnes, dans lesquels on retrouve les grandes fédérations, les directions des ministères, les grandes agences, les représentants des usagers, les sociétés savantes, les experts, j'en oublie. Peu importe l'intitulé, ce qui compte, c'est la production qui a été particulièrement intéressante, avec un rapport qui a été remis en 2013 et une décision du cabinet de poursuivre les travaux sur des pistes clairement identifiées. Les principales préconisations, et sûrement la plus importante sur laquelle nous allons insister, c'est la nécessité de coordonner les acteurs de la prévention. La deuxième piste, les seniors en activité et le passage à la retraite, notre collègue Virio Durandal le soulignait comme étant un point d'intérêt. La santé des aidants, Joël Ancry l'a souligné. D'insister aussi sur la dépendance évitable à domicile, en foyer logement, en EHPAD, à l'hôpital, la prévention des hospitalisations et puis la promotion de nouveaux modes organisationnels. Je m'arrêterai un instant sur la nécessité de coordonner les acteurs de la prévention et la rédaction d'un plan national de prévention qui m'est demandé.
Lorsque vous faites l'inventaire des opérateurs, ils sont extrêmement nombreux. Nous sommes dans une situation de richesse indiscutable entre la CNAV, la CNAM, le RSI, la MSA, la GIRC, l'ARCO, les mutuelles, et j'en oublie. De multiples opérateurs qui, peu ou prou, sans coordination très nette les uns avec les autres, font un peu la même chose, avec des méthodes et des approches différentes, plus ou moins réservées à des populations qui sont les adhérents de ces organismes. Une initiative intéressante qui est en train de pointer, c'est un socle interrégime entre la CNAV, le RSI, la MSA, avec le concours de la GIRC, de l'ARCO et de l'INPES. Cette piste est à développer pour qu'il y ait au moins une stratégie commune sur les GIR 5 et 6. La nécessité d'une articulation, bien évidemment, c'est le rôle des ARS, mais une articulation entre les ARS, les collectivités locales et territoriales. N'oublions pas qu'il y a des schémas régionaux de prévention, des schémas gérontologiques, des contrats locaux de santé, une politique de la ville. Il convient de structurer cet ensemble. C'est un point qui nous paraît important. Donc, actuellement, à la demande du ministère, nous sommes en train de structurer un plan national de prévention en s'appuyant sur les propositions issues des travaux de la CNAV, de l'UNCAS, de la CNSA, de l'INPES et surtout d'une enquête nationale que j'ai pu organiser grâce au concours du secrétariat général des ministères sociaux, enquête nationale auprès de toutes les ARS, auquel une question a été posée sur les initiatives originales, pertinentes, novatrices, évaluées dans le cadre de la prévention et en particulier de la prévention de la perte d'autonomie. Les copies sont en train de revenir, l'exploitation sera en cours très prochainement et on voit se dessiner des axes forts au niveau des politiques conduites. La dépendance évitable, nous le savons tous, mais il convient de le souligner et de le rappeler en nous intéressant peut-être, et nous y reviendrons, sur les habitats intermédiaires, où il y a là des possibilités d'action de prévention originales avec des activités collectives, et nous proposons un forfait autonomie pour ces structures dont le développement est attendu dans les années à venir. En EHPAD, trop souvent, l'EHPAD est considéré comme étant l'organisme destiné à gérer la perte d'autonomie. Et si on inversait la vapeur, et si on se disait c'est un lieu de prévention, lorsqu'un résident arrive en EHPAD, posons-nous la question de savoir ce qui peut être récupéré en termes d'autonomie en nous appuyant sur les compétences restantes. Valorisons bien évidemment la démarche préventive, et c'est le travail, entre autres, de Jean-Luc Nevella avec le référentiel Agir et le référentiel Pathos. La prévention bucco-dentaire qu'on oublie bien souvent, la prévention des accidents médicamenteux, c'est la mission de Philippe Verger, des chutes, de la dénutrition, de la dépression, donc les grands risques habituels, et le développement des thérapeutiques non médicamenteuses. Il y a là tout un champ prospectif possible de prévention. On est bien évidemment dans le domaine de la prévention tertiaire. L'hôpital, pourvoyeur, selon une publication récente, de 20 à 40% de patients concernés par une perte d'autonomie induite par l'hospitalisation, avec trois composantes, la fragilité, la pathologie, la structure hospitalière. Et c'est bien la structure hospitalière et ses équipes et le fonctionnement de ces équipes dans des services non gériatriques où la prise en compte de la perte d'autonomie n'est peut-être pas une pratique régulièrement affirmée. Aussi conviendrait-il peut-être, et nous en avons discuté avec la Haute Autorité de Santé, que dans le manuel de certification, la question soit posée sur les populations présentant un risque de perte d'autonomie. Quel est le programme impulsé par l'hôpital pour faire face à cette situation ? Et puis un autre point intimement lié, nous y reviendrons, c'est PAERPA avec la réduction attendue du nombre des hospitalisations évitables. Au domicile, le grand défi, la fragilité. Vous connaissez les travaux de Linda Fred, de Kenneth Rookwood. Tous ces travaux nous mettent en évidence l'importance de la fragilité et de l'approche de cette fragilité comme étant un processus potentiellement réversible. Il convient donc de repérer, d'évaluer et de mettre en place des interventions visant à réduire ou à retarder la perte d'autonomie. Trois types de travaux, très schématiquement, actuellement en cours. Les travaux du Gérontopôle de Toulouse avec Bruno Vellas, missionné sur ce sujet par le ministère. Un groupe de travail dans le cadre du comité avancé en âge sur un dispositif gradué et coordonné au sein d'un parcours de prévention. Troisième point, la Haute Autorité de Santé qui publie ou va publier des recommandations. La première, comment repérer la fragilité en soins ambulatoires, c'est fait, c'est disponible. Et la seconde, attendue en fin d'année, l'évaluation de la personne fragile en première ligne. Donc nous avons là à la fois toute une réflexion scientifique, mais aussi une réflexion pratique sur le terrain, déclinable au plus grand nombre. J'associe dans cette
cette mission sur la fragilité, les observatoires des fragilités. Alors, vous savez combien le mot fragilité a été par certains contesté. Et puis là, voilà que je vous mets fragilité au pluriel. On est dans une approche qui est de nature différente, mais qui est complémentaire. Les CARSAT sont les caisses régionales qui sont appelées, à partir de l'exploitation des données locales, à mettre en place un observatoire des situations de fragilité permettant une meilleure connaissance des populations et une détection des situations individuelles. Comment cela fonctionne-t-il au niveau des régions? Toutes les régions ne sont pas équipées d'un observatoire des fragilités, mais c'est un mouvement qui est engagé. Eh bien, c'est à partir des bases de données de la CNAM et de la CNAV, dans une approche populationnelle prenant en compte les données démographiques, les indicateurs sociaux, les conditions de vie, une analyse territoriale, géographique, quelles sont les offres de services disponibles, quelles sont les évolutions de ces dispositifs avec le temps, et qu'en attend-on? Petit 1, définir des territoires d'action prioritaires et cibler les publics prioritaires. 2, évaluer la pertinence des offres de services et leur impact. 3, concevoir les nouvelles offres de services. Si rester chez soi représente un souhait largement exprimé par nos concitoyens, et 90% des personnes âgées demeurent chez elles, cette demande implique une stratégie au service de l'autonomie. On est là dans une réflexion préventive. L'adaptation de l'habitat et les travaux de l'ANH, les transports et la mobilité, les quartiers et la proximité des services. On sait que si les services sont à plus de 500 mètres, on est dans une situation de risque de perte d'autonomie. L'accessibilité des lieux publics, la sécurisation des parcours, l'organisation des services et les technologies. Au-delà de tout ça, une avancée tout à fait intéressante avec la nomination d'un référent ville amie des aînés OMS avec Pierre-Marie Chapon, dont l'objet pour ces villes amies des aînés est l'adaptation des structures et des services des villes afin que les personnes âgées, aux capacités et aux besoins extrêmement divers, puissent y accéder, y avoir leur place. On est donc dans une démarche qualitative de prévention en amont. On est là dans cette démarche écologique que j'évoquais en introduction. Alors, la prévention de la perte d'autonomie à domicile, et là, j'attire votre attention sur un corps de métier qui nous paraît important, et ce travail de la FNG sur la recherche qualitative exploratoire sur les handicaps, les incapacités, la santé et l'aide pour l'autonomie, la place centrale des auxiliaires de vie dans l'accompagnement et le suivi dans une démarche préventive. Et nous pensons bien évidemment au repas et à la toilette. Est-ce qu'on est là pour aider ou est-ce qu'on est là pour inciter l'autonomie de ces personnes? Et on voit bien, suite à ce travail, qu'il y a deux insuffisances dans cette dynamique. C'est l'insuffisance de formation et c'est l'insuffisance d'encadrement. C'est une autre piste importante à souligner. Exemple d'action à promouvoir, et là je mets sur ce transparent de multiples initiatives qui montrent bien à la fois la richesse de nos dispositifs, mais aussi la complexité parce que l'ensemble n'est pas coordonné. Nous avons en région Île-de-France, Prévention Retraite en Île-de-France, qui propose des ateliers mémoire, santé, bien-être, équilibre, mouvement, aménagement du domicile. Dans d'autres régions, il y a des dispositifs de même nature qui n'ont peut-être pas les mêmes contours. Diagnostic Habitat-Mobilité, promu par un groupe de caisses de retraite complémentaires, c'est des propositions d'aménagement du domicile. Sortir plus, avec la GIRC et l'ARCO, la mise à disposition d'un chéquier rendant possible l'accompagnement pour gérer un certain nombre d'affaires courantes. Les plateformes de mobilité mises en place par les mairies ou par des CCAS. La mobilité, donc, agite beaucoup les promoteurs. Il conviendrait peut-être d'organiser cet ensemble. Et puis, si on s'intéresse à la CNAM et à la CNAV, le dispositif Prado, programme de retour à domicile. Alors, bien sûr, à l'origine, c'était la maternité, puis c'est devenu l'insuffisance cardiaque et l'orthopédie. À quand un Prado polypathologie? Je sais qu'au niveau de la réflexion nationale, on y songe. Et puis le dispositif ARDH de retour à domicile de la CNAV, mettant à disposition une aide ménagère pendant une période donnée. Et ce dispositif est actuellement complété à titre expérimental par la mise à disposition de moniteurs d'activité physique adaptée. On voit bien la richesse des dispositifs, l'ébullition nationale sur ces différents sujets. Il est nécessaire d'organiser et de mettre une coordination dans l'ensemble. Quelques mots sur l'habitat intermédiaire, c'est une perspective de demain. Indiscutablement, Luc Broussy insiste beaucoup et je partage son point de vue. Les EHPAD prennent en charge la dépendance avec cette volonté que j'ai soulignée de valorisation de la prévention, mais l'habitat intermédiaire a un rôle important à jouer dans la diversification des réponses. Quelques chiffres. 2300 établissements proposent 176 000 logements avec une moyenne d'âge d'admission à 83 ans. Ce sont des personnes âgées, valides, autonomes, qui veulent fuir l'isolement à domicile
et qui souhaitent une vie en collectivité. Donc un certain nombre de préconisations ont été formulées et la DGCS et la CNAV viennent de publier un document références et recommandations pour les logements foyers. Il y a là un lieu de prévention idéal devant une population en autonomie. Les technologies. Quelques mots sur les technologies qui sont contributives dans une démarche préventive du fait qu'elles répondent à des besoins divers tels que la communication, le renforcement du lien social, la sécurité, l'ascension, la mobilité. Mais les technologies de l'autonomie n'ont pas encore été pleinement adoptées par les consommateurs. Vous avez tous entendu et lu, ou peut-être participé au lancement de la Silver Economy, cette perspective donc de développement et de mobilisation de l'industrie autour d'un certain nombre de techniques permettant le maintien et l'amélioration de l'autonomie. Donc ce dossier est à suivre avec intérêt compte tenu des développements que nous pourrions en attendre. Je voudrais m'arrêter un instant maintenant sur les bilans de santé, parce que prévention, dans notre esprit, surtout quand on est médecin, il faut faire des bilans de santé. Je rapporte ici une publication parue dans la Cochrane Librairie portant sur 16 essais randomisés, 182 880 patients, certes, tout âge confondu, il y a un certain nombre de personnes âgées, mais pas seulement des personnes âgées. Et les conclusions de ce travail soulignent qu'il n'y a pas d'effet sur le risque de décès ou sur le risque de décès pour cause de maladies cardiovasculaires ou de cancer, pas d'effet sur le nombre d'hospitalisations, l'invalidité, l'inquiétude, le nombre de consultations de spécialistes, de visites supplémentaires chez le médecin. Donc ces bilans de santé, a priori, n'ont pas d'efficacité sur ces items. De surcroît, une explication avec probablement l'intervention des généralistes soupçonnant chez un patient un risque élevé de développer une maladie à l'occasion d'une visite pour toute autre chose. Mais aussi, et ça c'est un élément très important, les personnes à risque élevé de développer une maladie sont susceptibles de ne pas répondre aux invitations à des bilans de santé généraux, et on voit bien par expérience que ceux qui viennent bénéficier de ces prestations sont souvent des obsessionnels anxieux déjà parfaitement médicalisés qui veulent être sûrs que ce qu'ils ont lu sur Internet est bien la dernière donne qui correspond à leurs besoins. Vu le grand nombre de participants et de décès inclus, donc publié par la Cochrane Librairie, les longues périodes de suivi mises en œuvre dans les essais et le fait que le décès causé par des maladies cardiovasculaires et le cancer n'avait pas diminué, la conclusion est la suivante, les bilans de santé généraux ne sont probablement d'aucun bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, probablement est-il souhaitable d'orienter les bilans de santé, ne pas être systématique, mais cibler ces bilans sur des populations à risque. Les personnes fragiles, on en a parlé, les personnes classées GIR 5 et 6, elles sont 516 000 en France, les périodes de rupture, retraite, veuvage, hospitalisation, les personnes n'ayant pas eu accès aux soins depuis plus de 2 ans, et là, les CARSAT avec les observatoires des fragilités sont à même de signaliser cette population. Il faut distinguer 3 temps, et pas seulement se limiter à un bilan, le repérage en amont de ceux qui en ont besoin, l'intervention, et cette intervention n'a de sens que s'il y a un suivi en aval. Et c'est l'une des recommandations du Haut Comité de santé publique en 2009, en disant la réalisation des examens périodiques de proximité n'a d'intérêt que si une prise en charge d'aval et de proximité à dimension principalement éducative est prévue. Enfin, l'importance de la communication pour mieux inciter les personnes réticentes à s'impliquer et celles qui participent à adopter un comportement vertueux. Vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail dans ce domaine. Un facteur de risque majeur que nous connaissons, c'est la rupture du lien social. De signaler cette initiative intitulée Mona Lisa, qui a pour objet de restaurer, par un certain nombre d'initiatives, le lien social détruit ou insuffisamment existant. Un certain nombre de publications soulignent l'effet positif sur la santé de la participation à la vie sociale. L'enquête Handicap Santé Ménage de 2008 rappelle que 3 millions de retraités sont en marge de la vie sociale. Mona Lisa, c'est donc une mobilisation contre l'isolement social avec la mise en commun de 30 réseaux associatifs et le déploiement d'équipes citoyennes. Cette démarche n'a de sens que si elle est articulée et coordonnée avec les CCAS, les caisses de retraite, les CODERPA, qui sont impliqués déjà dans cette dynamique, et puis la nécessité d'intégrer Mona Lisa aux schémas de prévention régionaux des ARS et dans les schémas gérontologiques. Dossier, là encore, qui est à suivre et qui est en montée en puissance. Quelques mots sur les nouveaux modes organisationnels qui ont été abordés et qui se doivent d'être développés
dans le cadre du comité avancé en âge, les parcours des personnes âgées en perte d'autonomie. Claude Jandel, ici présent, Sylvie Legrain ont beaucoup œuvré dans l'organisation, avec Dominique Libaud, de PAERPA, qui est expérimental maintenant dans 5 régions françaises. Nous avons des contacts réguliers avec ce dispositif pour que les régions intègrent une dynamique préventive en complément de la dynamique organisationnelle qui est initialement prévue. Deuxième mode organisationnel, Joël Ancry en a parlé, le I de Maya qui est devenu maintenant intégration. L'acronyme a évolué, la dynamique d'intégration est indiscutablement une perspective tout à fait intéressante dans l'évolution des dispositifs. Et puis enfin, les maisons de l'autonomie, c'est un sujet qui peut être polémique. Ces maisons de l'autonomie résulteraient dans la vision que l'on a, et 3 expérimentations dans 3 départements différents sont actuellement en cours, et d'autres expérimentations vont être conduites, regroupant les personnes handicapées et les personnes âgées. La dynamique de ces maisons de l'autonomie serait de mettre à disposition une information commune et des outils d'évaluation qui soient communs. Quand on voit que le GEVA, issu du monde du handicap, est utilisé dans les MAIA, on voit bien qu'il y a là une concordance qui ne mérite qu'à être travaillée. Le comportement individuel est sûrement au milieu de tout ça, et nous allons bientôt conclure, un point très important, comment s'impliquer dans la gestion de sa propre santé, la prise de conscience des facteurs de risque, la projection dans l'avenir, l'autogestion, comment promouvoir des comportements vertueux, comment inciter la population à des conseils de prévention. J'ai été personnellement beaucoup intéressé par la contribution des sciences comportementales et sociales dans un remarquable ouvrage publié par le Centre d'analyse stratégique, c'était son nom encore en 2010, qui développe notamment cette notion de nudge. Alors, je crois qu'en anglais, ça veut dire pousser du coude, donc c'est discret. C'est une méthode douce pour inspirer la bonne décision, et je citerai simplement 2 exemples. Comment modifier son comportement sans être bousculé? Premier exemple, à l'hôtel, vous avez une fiche en disant si vous souhaitez réutiliser les serviettes demain pour votre toilette, mettez-les sur le porte-serviettes. Ce simple incitation augmente la réutilisation des serviettes le lendemain. Et si on ajoute le pourcentage de ceux qui vous ont précédé, qui ont suivi les directives, on augmente encore le pourcentage. Et pourtant, on n'a pas bousculé le consommateur. L'hygiène, des études montrent clairement que lorsqu'en collectivité, on déjeune dans une salle où il y a un parfum de propreté, eh bien, au terme du repas, la salle est restée dans des conditions tout à fait satisfaisantes, alors que s'il n'y a pas ce parfum de propreté, eh bien, la salle n'est pas dans le même ordre. Donc il y a là, vous voyez, des pistes tout à fait intéressantes sur lesquelles nous devons nous inspirer. En synthèse, la prévention de la perte d'autonomie, quelles sont les interventions efficaces? Alors je sais que Sandrine Andrieux a publié sur la difficulté de montrer la rentabilité, l'efficacité et l'efficience des stratégies. Je m'appuierai sur une publication d'INPES qui, à la lecture de la littérature internationale, a repéré 6 types de stratégies principales comme étant reconnues efficaces. L'activité physique, l'éducation, l'information et la communication auprès des personnes âgées via les professionnels et les médias, le suivi téléphonique, l'évaluation des besoins de la personne et des risques environnementaux, et les visites à domicile, soit ponctuelles ou régulières. Voilà un schéma qui est tout à fait intéressant et qui s'appuie sur les données de la littérature. Ce qui nous permet de dire, avant de conclure, que les politiques publiques en gérontologie doivent occuper une place conséquente avec la nécessaire intégration du vieillissement et des maladies chroniques dans ces politiques publiques. La prévention est au cœur des politiques de l'avancée en âge dans une approche écologique prenant en compte les déterminants socio-environnementaux. Et si donc on prend pour compte cette approche écologique, la stratégie ne peut être qu'interministérielle. Ce n'est pas seulement la santé, c'est l'habitat, c'est l'urbanisme, c'est les transports, c'est la culture. Donc de nombreux thèmes sont directement concernés. Toute politique de prévention vise à responsabiliser l'usager, et ce, dès le plus jeune âge, depuis l'école. Cibler les mesures individuelles et collectives sur des populations à risque dès 50 ans, mais ce ciblage est déterminant dans une démarche économique. Diversifier, coordonner et former les acteurs de la prévention, améliorer l'accès aux soins, parce que si cet accès aux soins n'est pas amélioré, les inégalités sociales en santé vont continuer à croître, et enfin, évaluer les actions conduites pour aider à la décision publique. Pour conclure, il convient aussi de souligner qu'il est important de changer le regard, de changer les mentalités. Ce n'est pas parce que
Un sociologue a pris la parole juste avant moi que je veux flatter la discipline, mais on attend beaucoup d'aide de la sociologie pour nous aider à changer ce regard. Il convient de passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage, disait Jean Cocteau. On est vraiment dans cette dynamique. Deuxièmement, agir sur les organisations et sur les pratiques professionnelles. On a à portée de main, moyennant une réflexion stratégique un peu différente au nom de la coordination et de la mobilisation, la possibilité d'aller plus loin dans une dynamique porteuse. Encore faut-il qu'effectivement cette mobilisation soit impulsée très, très largement. Dans cette conclusion, 2 points me paraissent aussi importants. C'est la nécessité d'une sociologie des interventions dans une démarche de simplification, le millefeuille évoqué tout à l'heure par Joël Ancry, et la géographie des dispositifs dans une démarche de clarification. Je dis souvent qu'il y a 2 professionnels qui nous manquent dans nos réflexions stratégiques, c'est un sociologue des organisations et un géographe. Mais si tout ça est porteur, si tout ça semble satisfaisant, et nous ferons tout pour aller de l'avant, ne pas oublier, et il convient de le rappeler, qu'il est nécessaire de promouvoir la formation des professionnels, de valoriser les métiers de la gérontologie, et de doter le secteur des personnes âgées en personnel adapté au plan de soins et d'aide, ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain. Merci de votre attention et à suivre.